dire l'un ou l'autre mot pour me présenter. Il y a quelques thèses que je reconnais. Voilà, souvent des gens qui savent un peu comment je m'appelle et tout ça, et peut-être ce que j'ai fait avant, mais je vois aussi pas mal de nouveaux visages. Donc, je m'appelle Gaëlle Jeanmar, je suis philosophe, donc vous allez assister, au cas où vous ne le savez pas, à une conférence de philosophie. Autant que possible, j'essaye de parler aussi clairement que je le peux, malgré les longs tics académiques que j'ai pu conquérir par 10 années de recherche et d'écriture sur les thèmes principalement de la philosophie éthique et dans les domaines de l'histoire de la philosophie antique et médiévale. J'ai travaillé sur la docilité, sur le courage et sur le mensonge, voilà, quelques-uns des grands thèmes de recherche que j'ai pu avoir avec à la clé l'écriture de quelques livres sur ces thèmes-là. Alors si je dis que j'essaye de parler aussi clairement que possible, c'est que c'est devenu ma première raison de faire de la philosophie, disons, ne pas la faire à l'université en devenant spécialiste du 3e paragraphe du chapitre 2 des Confessions d'Augustin, ce que j'ai été au début, mais en essayant de donner à la philosophie une certaine fonction sociale, d'où j'ai fondé avec quelques autres philosophes de l'université de Liège qui faisaient comme moi des thèses, une association qui s'appelle Philocité, et c'est voilà, en tant que membre de Philocité que je coordonne aujourd'hui et qui est reconnue comme organisation de jeunesse, que je suis là. Cette association, elle vise à faire de la philosophie sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi les formes classiques de la conférence ou du cours, mais aussi et principalement sous les formes d'ateliers de philosophie qu'on organise dans les écoles principalement, mais aussi les bibliothèques, les librairies, les centres culturels, etc. On fait de la philosophie avec des enfants qui ont à partir de 4-5 ans, disons, selon des méthodes différentes, selon l'âge qu'ils ont. Je dis ça parce que je sais qu'il y a une série de... Enfin non, il y a des institutrices, là. Les élèves là, je ne sais pas trop d'où ils viennent. Si vous êtes dans un cursus pour devenir aussi prof, mais non, oui j'imagine. Voilà, bienvenue. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y aura quand même quelques rapports avec ce que je viens de vous dire sur mon parcours, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, disons, de façon un peu programmatique il y a quelques mois quand j'ai dû rendre le programme de mes conférences. C'est pas parce que je suis une super spécialiste de John Dewey. Donc, comme la fois passée, je vous avais dit, j'ai dû travailler et découvrir tout un corpus sur l'enseignement mutuel qui m'a beaucoup passionnée. Bien, cette fois-ci, c'est la même chose. Donc, j'arrive un peu fatiguée à avoir lu, dévoré principalement l'œuvre pédagogique de John Dewey. Donc, Dewey, la pédagogie de Dewey. Un mot d'abord sur ce philosophe, qui est un philosophe anglo-saxon, américain. Dans les livres que j'ai eu l'occasion de lire, j'ai lu à son sujet une plouquerie américaine, un plouc. Effectivement, il n'est pas si connu que ça dans la philosophie continentale. Et je vous dis ça parce que je trouve qu'il faut toujours commencer par un peu d'histoire critique de la discipline dans laquelle on s'inscrit. J'avais fait ça pour Diderot l'année passée. Diderot était absent absolument des cursus philosophiques. On pourrait dire la même chose de la philosophie anglo-saxonne et particulièrement la philosophie pragmatique, qui est celle dans laquelle s'inscrit John Dewey. Et effectivement, il y a une sorte de mépris de la philosophie continentale qui est principalement de tradition française et allemande pour la philosophie qui vient des États-Unis. Ce ne sont pas le même genre de tradition philosophique, pas le même genre d'objet, de méthode. Disons que la philosophie anglo-saxonne s'intéresse particulièrement au langage, à la logique, à la connaissance, et que la philosophie, et qu'elle a une approche de la philosophie qui est plutôt non élitiste. La philosophie doit avoir une fonction sociale, vous verrez que ce sera vraiment le cas pour Dewey.
et c'est assez en rupture finalement avec la façon continentale de faire de la philosophie, qui est plus élitiste. Particulièrement en France, la philosophie c'est une discipline qui jouit d'un certain prestige comme ça, qui est au couronnement des études. On ne pourrait jamais faire de philosophie avant d'avoir 18 ans et déjà là, au risque de corrompre la nature de cette discipline. Donc voilà, c'est normal aussi d'avoir un certain mépris pour des formes de philosophie qui veulent se rendre plus vulgaires, plus populaires, plus citoyennes aussi, ça va ensemble. Il y a aussi une certaine tension entre une philosophie continentale qui est de tradition plus intellectualiste et plus idéaliste, et une philosophie anglo-saxonne qui est plus pragmatique. Je reviens. Je vous mettrai du contenu précis sous ce terme qui est un terme technique en même temps qui vous dit déjà quelque chose probablement en pragmatique. Donc, je vous dis un peu comment je vais procéder. Il y aura 5 points dans mon exposé. Il y aura quelques repères biographiques, savoir toujours un peu d'où vient l'auteur, ça donne parfois un éclairage sur le sens de sa philosophie. Ensuite, je m'intéresserai donc au contexte dans lequel il pense, c'est-à-dire particulièrement au pragmatisme, justement en essayant de sortir d'une visée réductrice qui tient à l'acception commune de ce terme-là, pragmatique, qui se teint d'une sorte d'utilitarisme un peu vulgaire. On voit volontiers comme pragmatique l'homme d'affaires américain, et on aurait tout à fait tort d'identifier trop vite le pragmatisme avec ses connotations d'utilité immédiate et financière avec le pragmatisme et particulièrement celui de Dewey. Donc, quelques éléments sur ce qu'est le pragmatisme. Ensuite, je m'intéresserai aux éléments du pragmatisme qui permettent une redéfinition de la philosophie pour Dewey, et puis à sa pédagogie, et en dernier point, à l'école expérimentale qu'il a fondée aux États-Unis. Voilà. J'espère que le programme me convient. Quelques repères biographiques alors d'abord. Alors Dewey, il est né dans le Vermont en 1859. 1859, c'est la date de la publication de L'origine des espèces de Darwin. Je vous dis ça parce que c'est une œuvre qui aura un retentissement assez certain sur le pragmatisme et sur l'œuvre de Dewey. Il meurt à New York en 1952, donc il a 92 ans, une vie longue. Il est originaire, ça compte toujours un peu, d'une famille très très modeste, de fermiers, d'artisans. Il dira lui-même qu'il est le premier de cette génération d'immigrés anglais, sa famille vient d'Angleterre, d'immigrés anglais aux États-Unis, a manqué, disons, à l'obligation ou à la tradition familiale de s'intéresser à l'artisanat. Il y a des tonneliers, des charrons, des artisans dans sa famille. Il est le premier à s'intéresser à la philosophie, le premier aussi à faire des études universitaires, et puis il sera prof du LIF, comme son frère d'ailleurs. Alors cette origine modeste, elle a des impacts sûrement sur sa pensée, et je vous ai dit, une philosophie qui ne se veut pas élitiste, qui veut concerner tout le monde, une philosophie qui s'adresse toujours dans un langage très simple, très clair, qui prend toujours appui sur des exemples, sur des situations de vie, et qui met au centre toujours de sa pensée le rapport à la réalité. Faire droit aux faits, faire droit à la pratique, aux effets concrets, surtout ne jamais laisser la philosophie moisir comme ça dans la théorie, dans l'abstraction, mais évaluer toujours les conséquences pratiques et les conséquences sociales d'une théorie. Voilà, je pense que ce sont des éléments qui sont très certainement liés à ses origines un peu paysannes, modestes, avec lesquelles il n'a pas d'ailleurs tout à fait rompu. Il se vante volontiers d'entretenir un potager qui lui permet de vivre à peu près en autarcie du point de vue alimentaire. Alors,
Il fait ses études supérieures à l'université du Vermont. Il les débute en 1875. Alors j'ai été surprise de voir que c'était un cycle d'études universitaires très très général. 3 ans consacrés aux lettres et aux sciences. Et une année qui est consacrée à élargir encore les perspectives, une 4e année qui est consacrée à du droit international, de l'économie politique, de la logique, de l'éthique, de la morale, etc. Une année qui le passionne et qui va un peu bouleverser son horizon, c'est l'année qui lui donne absolument le désir indépassable de faire de la philosophie toute sa vie, quoi. Alors c'est ce qu'il va faire assez vite. Il va s'inscrire à Johns Hopkins dans le Maryland pour poursuivre des études de philosophie. En philosophie, il y aura une influence particulière de Hegel. Alors j'essaierai de ne rien en dire ou à peu près parce que c'est un des penseurs les plus abstraits et compliqués qui soit, et c'est d'ailleurs quelque chose qui me paraît paradoxal de dire, c'est que le penseur le plus idéaliste, le plus abstrait, le plus complexe est aussi le premier penseur qui a eu un impact sur la philosophie pourtant très concrète, très pratique de Dewey. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que comme Hegel, Dewey refusera toutes les formes de dualisme entre le sujet et l'objet, entre l'individu et la société, et qu'il essayera toujours de penser quelque chose de dynamique. Voilà. On peut retenir de Hegel une pensée dynamique qui essaye peut-être que ce que vous pouvez retenir d'Hegel, c'est l'idée de la dialectique maître-esclave, ou la dialectique du positif et du négatif avec la synthèse. C'est ce qu'on reprend quand on parle des dissertations. C'est presque ça qui a imposé le modèle de la dissertation, le pour, le contre, la synthèse. Mais l'origine de cette structure un peu vide comme ça, c'est quand même une pensée du dynamisme de l'histoire, du dynamisme du développement de l'esprit qui est fondamental chez Hegel et qu'on retrouvera chez John Dewey. Alors, il opte donc pour le choix d'une carrière en philosophie, ce qui est assez hasardeux à l'époque, en réalité, parce que les chaires de philosophie sont toutes occupées par des ecclésiastiques, et donc il n'y a personne encore parmi les gens de la société civile, disons, à aboutir à un poste, à une chaire de philosophie, et pourtant il y arrivera très vite. À 25 ans, il est le plus jeune professeur de l'université Johns Hopkins, qui est une université qui, comme celle du Michigan, qui est l'université dans laquelle il ira juste ensuite, sont les 2 premières universités à ouvrir des départements de pédagogie. Donc il y a une sorte de courant comme ça qui fait de la pédagogie quelque chose à la mode académique, et ça aura un impact décisif sur Dewey, qui fera effectivement de la pédagogie les couronnements de son œuvre. Alors son œuvre, justement, elle est immense. Elle contient 36 volumes de plus ou moins 400-500 pages chacun, sans compter une abondante correspondance, des poèmes qui ne sont pas édités. Très peu de choses ont été traduites en français. Le principal de ce qui a été traduit, c'est l'œuvre pédagogique. Je vous cite 2 ou 3 titres. L'école et l'enfant, la société et l'enfant, démocratie et éducation, et mon credo pédagogique. Voilà les œuvres principales de Dewey, qui sont aussi les œuvres traduites en français. Alors, un mot sur le pragmatisme. Donc la pensée de Dewey prend place dans ce cadre plus général du pragmatisme. Il y a quelques grands noms dans le pragmatisme. Il y a son fondateur qui est Charles Sanders Peirce, qui s'intéresse à la dimension plutôt logique du pragmatisme. Il y a William James, le frère de l'autre, de Henry James, qui s'intéresse à la dimension psychologique du pragmatisme. Et puis il y a Dewey, qui lui va s'intéresser à la dimension sociale et pédagogique du pragmatisme. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, c'est beaucoup de tensions et de querelles sur un certain nombre de notions clés du pragmatisme pour essayer de tirer dans un sens ou dans un autre. C'est assez complexe et je ne voyais pas trop l'intérêt de vous en faire état ici. Concernant le pragmatisme,
je vais partir d'abord du mot grec, pragma, qui veut dire l'action. Pragmata, c'est les choses. Donc vous voyez que dans le mot, il y a tout de suite l'appréciation un peu commune qu'on peut avoir du pragmatique. Le pragmatique, c'est celui qui s'intéresse aux choses, aux effets concrets. Effectivement, c'est bien ça, dans l'origine étymologique du terme. Ça consiste à être proche du concret, du singulier, de l'action par opposition aux idées abstraites et vagues de l'intellectualisme. Ça consistera principalement en une théorie initialement de la connaissance qui consiste en un bouleversement d'une théorie hyper classique qui est multiséculaire. Depuis toujours, on considère la connaissance à partir de l'idée d'adéquation de l'intellect au monde. Une connaissance est sujette à objectivité ou à vérité à partir du moment où elle est adéquate à son objet, qui est la réalité. C'est probablement la conception que vous avez vous-même de ce qu'est la connaissance. Qu'est-ce que connaître ? Eh bien, c'est avoir une juste représentation de ce qui se passe. Et dans le mot représentation, il y a cette espèce de doublure, représenter ce qui serait présent là devant nous. Alors cette théorie, elle est justement remise en question de façon fondamentale vers les années 1850 en raison de la multiplication des théories scientifiques. Comment pouvoir encore penser que la connaissance ne serait qu'une sorte de traduction de la réalité, de reproduction aussi fidèle que possible, à partir du moment où il y a une sorte de mouvement effréné de théories scientifiques, où il y a plusieurs algèbres, où il y a plusieurs physiques, où il y a plusieurs modèles, où il y a une succession d'un modèle à un autre. Et donc l'idée qui s'impose, c'est que c'est une idée fondamentale du pragmatisme, c'est que la connaissance n'est pas la reproduction de la réalité, elle n'est pas une adéquation par rapport à un monde donné préexistant, elle est une construction. Donc il faut assumer la façon dont on projette ses propres structures mentales, sa propre logique, son organisation liée à la grammaire de la langue qu'on parle, tout ça, sur le monde. Le monde lui-même n'est pas logique, le monde lui-même n'est pas rationnel. Ce sont les catégories et les théories humaines qui projettent sur le monde cette rationalité. Donc, première idée fondamentale, la connaissance est une construction. Alors, à cette première idée va s'ajouter l'influence de Darwin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'elle avait été déterminante. Darwin, en fait, l'enjeu, disons, principal de son origine des espèces, c'est de rompre avec le créationnisme, avec l'idée que toutes les espèces ont été créées de façon concomitante, parallèle, qu'elles mènent des existences séparées, pour au contraire souligner qu'une espèce peut provenir d'une autre, qui a donc ce qu'il appellera plus tard une évolution, et qu'il y a des facteurs qui expliquent cette évolution. Les espèces se croisent, elles s'influencent l'une l'autre, elles évoluent, et ce qu'il veut faire en écrivant l'origine des espèces, c'est isoler le comment de cette évolution. C'est-à-dire pour lui, l'évolution elle-même, elle est explicable par le hasard. Il n'y a pas encore la théorie génétique, on ne sait pas encore comment une espèce évolue. Mais alors ce qui l'intéresse, c'est pourquoi elle évolue et comment s'opère la sélection. Et son idée, c'est que la sélection s'opère par l'adaptation, c'est-à-dire que ce sont naturellement les espèces, ou les traits dans une espèce les plus adaptés à la survie, qui amènent naturellement cette portion d'individus porteurs de ces traits-là à subsister davantage que les autres. Alors, joint à la théorie de la connaissance, ça donne cette idée fondamentale pour le pragmatisme que la connaissance est une construction, et c'est une construction qui a une fonction d'adaptation à la réalité. Donc une connaissance qui est purement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper, on ne peut pas sortir l'homme du règne de l'animal. L'homme est un animal. Tous les animaux, leur première nécessité vitale est de s'adapter.
Et toute la vie de l'homme, y compris la connaissance, doit être comprise à partir de cette nécessité vitale. Donc la connaissance n'est rien d'autre qu'un des mécanismes proprement humains de l'adaptation. Alors, on pourrait justement oublier ça parce qu'il y a des formes extrêmement complexes d'adaptation, mais il faut ramener même les théories les plus abstraites, même le sentiment esthétique qu'on peut éprouver devant une œuvre d'art, on ne peut pas les penser en termes de gratuité comme on serait tenté de le faire, comme on le fait chez Kant. Voilà, c'est une sorte de sentiment du sublime qui n'aurait aucune raison pratique. Non, il faut toujours ramener toute connaissance, toute émotion esthétique à l'adaptation. Alors, dans cette théorie fonctionnelle de la connaissance, qui fait vraiment la structure commune du pragmatisme, il y a une notion qui est importante, c'est celle d'interaction. Et là, on va rompre avec un dualisme classique dans la pensée philosophique traditionnelle, parce que jusqu'alors, je vous ai dit, la connaissance, elle se fait comme une adaptation à l'environnement, elle se fait dans une interaction à l'environnement. Mais il faut justement penser ce mot-là, interaction. Habituellement, on conçoit éventuellement que la connaissance soit une forme d'adaptation à l'environnement, mais on la conçoit sous la forme du dualisme entre le passif et l'actif, notamment chez les empiristes. Vous recevez des sensations, notamment l'enfant qui met sa main sur une flamme reçoit une sensation, et l'action est seulement consécutive à cette passivité première qu'est la sensation. Alors, Dewey ira au contraire beaucoup plus vers une théorie qui met l'action au cœur permanent de la vie de l'individu. C'est-à-dire que c'est faux de dire qu'il y a d'abord quelque chose qu'on reçoit passivement, comme si on était une terre vierge, et puis qu'il y avait des choses qui venaient s'imprimer sur nous, et qui faisaient sens, simplement parce qu'à un moment, il y avait effectivement une action, qui était aussi une action de synthèse. Toutes ces choses qui s'impriment, on en fait une synthèse, et ça prend sens. Donc pour lui, il n'y a que de l'action. Une vie humaine, c'est une vie d'action. Une vie animale, c'est une vie d'action. Donc on ne cesse d'agir. Et donc, l'être humain, il est d'abord en interaction avec l'environnement. Il est d'abord un petit animal aux aguets qui regarde. Et regarder, eh bien, c'est une action. C'est pas simplement recevoir passivement, c'est porter son attention toujours vers le monde. Donc penser toujours en termes d'action et puis correction à partir des résultats de cette action, l'action peut-être de regarder la flamme de la bougie, d'être attiré par cette flamme, cette chaleur, cette lumière, de porter la main, et puis hop, réaction. Et alors il pense la connaissance en termes de ce qu'il appelle la reconstruction de l'expérience, c'est-à-dire que c'est sur le modèle de la science. En science, on pourrait dire qu'on reconstruit de l'expérience. L'expérimentation, ce n'est rien d'autre qu'une façon de reconstruire l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait une sorte de répétition machinale, je mets ma main, je me brûle, je l'enlève, il y a un moment où il y a des liens qui s'établissent. C'est-à-dire dans l'expérience, il y a quelque chose de nouveau qui fait sens. Avant, l'enfant, il voyait la bougie, la flamme, etc. Voilà, bougie, flamme, point. Il s'est brûlé, il y a quelque chose qui s'ajoute, il y a la chaleur, il y a, attention, ça brûle. Et de façon globale, une vie humaine est une vie de connaissance permanente, mais toujours dans cette interaction avec l'univers, avec l'environnement, qui implique la restructuration permanente de l'expérience. Et l'enrichissement constant de l'expérience, qui est aussi le fait que plus en plus de choses deviennent signifiantes, de plus en plus de liens s'établissent entre les choses. Donc c'est ça la connaissance pour John Dewey. Alors, ça va... ça va aboutir à une théorie de l'enquête, c'est-à-dire que finalement la reconstruction de l'expérience, c'est rien d'autre qu'une enquête,
Donc la connaissance, elle est justement plus sur le modèle passif et ça aura un impact terrible sur sa pédagogie et sur l'école qu'il envisage. C'est plus sur le modèle de la tablette vierge qui doit s'imprégner d'une série de matières. C'est toujours sur le modèle de l'interaction et de la restructuration d'une expérience qui veut dire comment est-ce qu'un enfant donne sens à toujours plus de choses. Ça veut dire que la connaissance, c'est d'abord une enquête. Comment transformer la simple transmission d'un savoir en une pratique de l'enquête, une pratique collective de l'enquête. Donc, en fait, l'éducation, comme toute forme d'apprentissage humain, ça devrait être rien d'autre que ça, apprendre à enquêter. Donc, finalement, tout sera pensé un peu sur le modèle des sciences physiques, de la même façon que le progrès des sciences physiques est modelé sur l'enquête et sur l'expérimentation. Eh bien, une vie humaine, une éducation, avec tout ce que ça... L'éducation, c'est pas simplement un mot pour un petit enfant, c'est simplement un mot pour qualifier l'enrichissement d'un être humain. Eh bien, c'est entièrement centré sur l'enquête, la volonté d'enquêter constamment, et donc sur une forme de curiosité qui a à être toujours alimentée, de façon que de plus en plus de choses fassent sens. Théorie de l'enquête, donc, plutôt que connaissance, veiller presque à changer le vocabulaire pour essayer de changer la façon dont on perçoit les choses. Si on parle de connaissance, on est toujours un peu guetté par le modèle de connaissance qu'on a acquise comme ça. Pour nous, connaître, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait à l'école, et probablement que ça n'a rien à voir avec la théorie de l'enquête de John Dewey. Autre changement de vocabulaire, c'est refuser le mot vérité. Je trouve que c'est un mot mensonger. J'attire votre attention sur ça, c'est que c'est pas parce que y a un mot qui existe pour nommer quelque chose que ce mot-là ne travestit pas la réalité. C'est intéressant d'avoir de temps en temps un soupçon sur la langue, et c'est ce que fait Dewey à propos du mot vérité. Il dit mais non, vérité, mais c'est un fantasme, ça n'existe pas, la vérité. Ce qui existe, c'est la vérification. C'est-à-dire c'est une procédure, c'est toujours ça qui compte pour lui, c'est le côté de processus et de continuité. On peut vérifier jusqu'au moment où ça colle plus. Mais alors le ça colle plus, pour lui, dans une visée pragmatiste, c'est ça marche plus. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on change, par exemple, d'une théorie scientifique vers une autre théorie scientifique, c'est toujours qu'à un moment, ce qui est passé pour une vérité ne colle plus avec quelque chose de nouveau qu'on a observé. Et donc il faut changer de théorie, il faut changer d'hypothèse, et on va travailler avec un nouveau type d'hypothèse qu'on va essayer de tester. Et alors, le mot qu'il utilise pour remplacer vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité, c'est ce qu'il appelle, attendez, là, c'est un mot compliqué, il faut que je le retrouve. L'assertabilité garantie. Voilà. L'assertabilité garantie. Alors, ça veut rien dire de plus que supprimons le mot c'est correct, c'est vrai, ça correspond à la réalité, pour un mot qui signifie ça marche, ça fonctionne. Donc l'assertabilité, c'est juste, et le côté garanti, si vous voulez, c'est juste le moment où l'enquête qui est générée par un problème, on rencontre un problème dans notre existence, on a des doutes, on a une inquiétude, et on a besoin donc de se mettre en cheminement et en enquête pour résoudre ce problème. Et l'assertabilité garantie, c'est le moment où on a trouvé une croyance, c'est pas une vérité, c'est juste une croyance, à partir de laquelle on peut agir. Et ce qui compte, c'est ça, c'est qu'on puisse agir. Alors ça a des dimensions sociales qui paraissent super déterminantes pour John Dewey, c'est que dans la société américaine dans laquelle il évolue, il y a des bouleversements incroyables. On pourrait toujours dire ça de notre société actuelle, parce que je pense qu'elle est toujours sur le même mode du bouleversement, de l'accélération des progrès techniques notamment. Lui, il assiste à la massification de l'industrialisation, au développement des techniques de la communication, mais qui ont encore transformé le monde de façon tout à fait époustouflante, et toutes les évolutions technologiques, la croissance économique, etc. Et donc, c'est une société qui est en complexification permanente. Il se passe des choses nouvelles tout le temps, de sorte que cette idée même d'une enquête nécessaire à se rassurer, elle paraît avoir des dimensions très sociales. C'est que lui, ce à quoi il assiste,
c'est à une génération de gens qui sont un peu perdus. Les choses vont trop vite. Non seulement ils sont perdus par le développement des technologies, mais aussi il y a un retard des valeurs et donc des croyances. Et donc ça laisse complètement impuissant pour agir. Précisément impuissant parce que, ayant perdu l'adéquation entre les croyances et une certaine efficacité, ben on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et donc, pour Dewey, c'est aussi inventer une façon, enfin, réaccommoder une façon de percevoir la connaissance qui donne un outil à cette société qui est désarçonnée, justement un outil pour se reprendre position dans la réalité, pour justement se trouver un cheminement qui permet de retrouver des solutions, de réadapter les croyances et les valeurs à l'évolution de cette société-là. Alors, je vais passer à la question des impacts. Enfin, je reprends juste. Donc, je vous ai dit, théorie de la connaissance complètement différente et plutôt une théorie de l'enquête. Et puis, je viens de vous souligner les enjeux sociaux fondamentaux de cette théorie. Alors maintenant, un mot sur l'impact de cette théorie de l'enquête sur la philosophie. Alors, selon Dewey, la philosophie doit changer tout à fait de cadre, elle doit changer de mission, c'est-à-dire qu'il redéfinit la tâche de la philosophie en fonction des critères même du pragmatisme, c'est-à-dire que la philosophie a un rôle social fondamental à jouer. Ce rôle est un rôle qui consiste à rendre la société plus consciente des chocs les plus importants qu'elle traverse. Des troubles qui sont les troubles les plus déterminants d'une époque. Donc une sorte de rôle de diagnostic et de publicité de ce diagnostic. Alors il écrit ça dans un livre qui s'appelle Reconstruction en philosophie, une nécessité pour la philosophie de se reconstruire, et qui devient le centre de la vie intellectuelle et académique américaine pendant la première moitié du XIXe siècle. Parce qu'il s'en prend notamment de façon assez frontale à la philosophie académique. Et ce qu'il lui reproche, c'est d'être, comme je le disais tout à l'heure, une philosophie élitiste et puis une philosophie conservatrice. Élitiste parce qu'elle se considère volontiers comme la reine des disciplines, celle qui étudie les autres disciplines, et puis celle qui se retranche, enfin celle, c'est pas la seule, mais elle se retranche volontiers derrière une technicité qui de fait la confisque dans des sphères très closes, et puis conservatrice parce que les pratiques académiques classiques consistent à commenter les textes du passé. Autrement dit, si le rôle du philosophe c'est d'être en prise avec l'actualité, c'est de diagnostiquer les changements les plus fondamentaux de l'actualité, il ne peut pas se contenter de commenter l'histoire de la philosophie parce que c'est tout à fait inadapté. C'est des outils qui datent justement d'une époque qui ne sont pas en ajustement au point de vue des valeurs et au point de vue des croyances, qui sont utiles pour réagir à ce que la situation offre de proprement neuf. Donc le philosophe est celui qui doit avoir un peu de courage et développe toute une théorie du courage, de l'engagement philosophique. Le courage de ne pas s'appuyer constamment sur la tradition, sur le commentaire du passé, pour se risquer dans la réalité contemporaine et se risquer à un diagnostic, et puis se risquer aussi dans ce mouvement qui est celui de l'enquête sociale. Alors un mot quand même, le philosophe, c'est pas celui qui dirige l'enquête sociale, c'est pas celui non plus qui sait quels seront les résultats de l'enquête, parce que le propre d'une enquête, c'est justement ce cheminement où on verra comment ça va se passer, on verra si en chemin faisant ça marche ou pas, ce qui marche partiellement, comment on va réadapter. Autrement dit, c'est toute une théorie du bricolage, l'enquête sociale. Et il est fondamental que ce bricolage soit un bricolage collectif, coopératif. C'est-à-dire il n'y a pas d'expert qui serait le philosophe expert qui viendrait dire écoutez les gars, voilà, le problème fondamental de notre société c'est le développement incroyable d'Internet et des télécommunications, et je vais vous expliquer quelles sont les solutions que
qu'on peut avoir pour faire face à ce problème, nos jeunes devant des écrans en permanence, ou que sais-je. Pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est le rôle du philosophe, c'est de se dire, ah bah tiens, ça c'est quand même un enjeu déterminant de notre époque, mais après c'est la constitution d'un public devant un problème commun. Tous ceux qui sont confrontés à cette difficulté, ça peut être le chômage, ça peut être des questions d'éducation, eh bien qu'ils se retrouvent et qu'ils forment comme ça une communauté qui enquête et qui essaye de trouver des voies d'une résolution, des voies d'une adaptation à ces phénomènes nouveaux que nous offre la modernité. Donc pas question qu'il y ait quelques hommes providentiels, quelques experts, c'est vraiment le processus de co-construction de savoir qui compte. Et ce qui intéresse fondamentalement Dewey, c'est même de penser aux conditions de possibilité de la participation à ces phénomènes. Pour vous donner un modèle, ce qu'il pense lui, c'est les mouvements collectifs sans papier, ce genre de choses. C'est tout le monde associatif. Donc c'est ce genre de processus qu'il appelle l'enquête sociale, c'est-à-dire les gens qui sont confrontés à une même difficulté et puis qui font communauté parce qu'ils sont dépassés par quelque chose, mais c'est le phénomène de faire communauté devant un problème qui leur donne certaines ressources. Et ce que pense Dewey, c'est qu'il y a des conditions qui sont psychosociales à la capacitation, à la capacité de courage, d'engagement, à la citoyenneté. Il ne suffit pas de dire comme un mot d'ordre, soyez courageux, soyez responsables. C'est des mots d'ordre qu'on entend volontiers aujourd'hui. Ah, mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas responsables. Mais ce n'est pas ça la question, ni la question de dire qu'il y a moins de citoyenneté. Toute la question de Dewey, c'est quelles sont les conditions psychosociales qui rendent les gens plus citoyens, qui rendent les gens plus engagés, plus courageux. Et ces conditions psychosociales, et c'est important de dire que c'est les deux choses de façon mêlée. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les conditions émotionnelles. Vous savez, vous êtes dans une situation où il faudrait faire preuve de courage, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez juste pas bouger. On a beau dire, sois courageux, oui, t'es gentil, mais je fais comme je peux, là, je suis débordée par mes émotions. Donc on voit bien qu'il y a dans la réaction à une situation qui nous dépasse, on est toujours dans cet ordre de choses quand le réel va trop vite, il y a quelque chose de très émotionnel. Et qu'il s'agit simplement de penser ce qui conditionne les émotions. Qu'est-ce qui fait que je suis complètement dépassée là, devant cette situation et je ne peux donc pas agir? Donc c'est ça, et ce qui fait que je ne peux pas agir et que mon émotion déborde de cette façon-là, donc tu vois, c'est justement des facteurs sociaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de civisme, c'est parce qu'il n'y a pas d'émotion de ce type-là, c'est qu'on n'a pas envie de ça, c'est qu'on s'en fiche, c'est vraiment de l'ordre du registre affectif. Mais si on s'en fiche, c'est aussi parce qu'on n'a pas eu tout le processus de reconnaissance sociale qui nous conforte et qui nous rend aptes à quelque chose. Par exemple, pour lui, le courage d'un groupe qui proteste, c'est toujours un courage qui dépasse l'individu lui-même. C'est toujours un courage qui a affaire à quelque chose de plus universel que la personne. C'est quelqu'un qui se dit « ça vaut la peine que je me batte ». Mais ce qui fait que quelqu'un peut se dire ça, c'est tout un processus social d'habilitation qui fait que cette personne, elle est construite psychiquement, elle est capable de. Et donc lui, ce qu'il pense plutôt, c'est comment, et c'est très pragmatique ça, cessons de donner des mots d'ordre, mais comment peut-on rendre les gens capables de citoyenneté. Donc toute son école, elle sera construite autour de cette idée, comment faire de la citoyenneté, de la démocratie, un horizon mais souhaitable. C'est même pas qu'on doit être citoyen, c'est qu'on veut et qu'on en sent à chaque instant de sa vie l'intérêt fondamental parce que c'est un enrichissement incroyable de l'expérience, justement. Alors, j'en viens à la pédagogie donc pragmatiste de Dewey, qui va avec l'idée de la nécessité d'une réforme sociale. C'est-à-dire que l'éducation, je vous l'ai dit, c'est quelque chose de tout à fait central dans son œuvre, et ça va avec le constat d'une société en évolution de plus en plus rapide,
et avec la nécessité de s'adapter à ce mouvement de l'histoire. Alors comment est-ce qu'on s'adapte ? Il faut qu'on table non pas uniquement sur nos capacités individuelles, mais il faut qu'on table aussi sur le mouvement des générations. Et donc l'éducation, c'est le processus même de la réforme sociale. Une réforme sociale, c'est pas faire passer un certain nombre de lois réformatrices. Ça, c'est très très superficiel. Ça passe fondamentalement par l'éducation. Donc l'éducation est le moyen de la réforme sociale, mais aussi, disons que l'enjeu de l'éducation, c'est la réforme sociale, c'est le mouvement même par lequel une société se rend capable de gérer les nouvelles choses qui se produisent, les nouveaux événements, les événements de son temps, quoi. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on doit dépasser le dualisme. Tout à l'heure, c'était quoi ? C'était passif-actif, essayer de penser plutôt l'interaction. Ici, le dualisme individu-société. Les deux sont complètement imbriqués et montrent la nécessité vitale de l'éducation. D'un côté, un être humain a fondamentalement besoin d'éducation, c'est-à-dire de rapport à la collectivité pour survivre. Il n'est dépourvu de tout, absolument inapte à sa propre survie, et il est dépourvu de langage, dépourvu de codes sociaux, etc. Donc il est absolument aussi incapable par lui-même de s'adapter à la société dans laquelle il vit. Donc fondamentalement, un individu a besoin de la société pour survivre. L'éducation, c'est le moyen, la jonction entre cet individu incapable de vivre seul et la société. Mais en même temps, c'est l'inverse aussi, c'est que la société a besoin, pour assurer sa propre continuité, des individus. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie d'un individu mortel qui assure la continuité d'une société. Ce qui fait la société, c'est aussi l'éducation qui permet aux nouvelles générations justement de s'introduire à tout le patrimoine culturel dont une société dispose et de faire fructifier ce patrimoine. Donc il y a une imbrication des deux. Si on élimine de l'enfant le facteur social, il est une sorte de petite abstraction, et c'est pourtant ce qu'on a un peu tendance à faire à l'école. Et si on élimine de la société le facteur individuel, ça reste une sorte d'institution avec des rouages, avec des règles de fonctionnement, mais qui manque de chair. Ça fait un peu trop de bruit sous le voilà. Alors, un mot sur société sociale. Je l'emploie comme ça, mais ça mérite d'être un tout petit peu précisé, ce mot-là. Société, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui fait d'un public justement une société ? Je vous ai dit, les gens qui se rencontrent, ils ont un même problème. Bon, est-ce que ça suffit pour définir une société ? Est-ce que ça suffit surtout, puisque les modes de société que veut développer John Dewey sont la démocratie, est-ce que ça suffit, cette façon de dire c'est des gens qui ont un même problème, pour dire on est dans la démocratie, forcément? Non. Donc, pour lui, ce qui fait société de façon très basique, c'est d'avoir un objectif commun et de vivre ensemble. C'est ça la définition minimale. Quand on a un objectif commun, qu'on vit ensemble, souvent ça veut dire qu'on a des formes de loyauté qui se développent, qu'on a des codes ou un langage commun qui fait communauté, justement. Le problème, c'est qu'on n'a pas exclu ainsi des formes de communauté qu'on ne souhaite pourtant pas reproduire dans l'éducation, comme les communautés mafieuses. Une communauté mafieuse a un objectif commun, peut avoir un mode de vie commun, peut avoir une loyauté entre les membres, peut avoir des codes, un langage commun, etc. Donc, voilà. On a besoin d'étalons supplémentaires pour diriger l'éducation vers le développement de formes de société, de citoyenneté qui nous paraissent plus souhaitables que la mafia, disons. Alors pour lui, les deux critères qu'il trouve, qui lui paraissent absolument structurels à la démocratie, c'est le nombre et la diversité des intérêts de la collectivité et le nombre et la diversité des relations qu'elle a avec les membres extérieurs. Donc c'est
interne, la diversité des intérêts d'une communauté, et c'est aussi sa diversité de communication avec tout ce qui est extérieur à elle. Alors ici, on a vraiment une façon très très nette de distinguer, par exemple, la famille de la mafia. La mafia, elle a un intérêt commun qui pourrait être piller l'État, disons. Mais elle n'a pas des masses d'intérêts communs, elle en a surtout un. Et c'est presque le seul intérêt commun. Ensuite, elle a pour fonction essentielle de protéger cet unique intérêt. Ce qui veut dire aussi qu'elle n'a à peu près aucun lien avec ce qui est extérieur à la mafia. Donc elle a un principe, elle est fermée sur son fonctionnement interne, son objectif unique. Vous voyez qu'une famille, c'est pas ça du tout. Une famille, c'est un groupement d'individus qui sont intéressés potentiellement par des tas de choses différentes, je sais pas moi, la politique, la nourriture, la musique, enfin voilà, et qui a des tas de contacts avec l'extérieur et qui grandit aussi à la fois des intérêts grandissants de chacun de ses membres et des contacts qu'elle est amenée à établir. Plus il y a de contacts, plus la famille est bouillonnante. Donc c'est plutôt sur ce modèle-là, le modèle de la famille et pas de la mafia, qu'il faudrait construire une école démocratique. Or précisément, l'école classique, elle risque de ne pas ressembler spécialement à une mafia, il n'y va pas du tout jusque-là, mais en tout cas de ne pas être en continuité suffisante avec la famille, de ne pas être suffisamment soucieuse du cadre social de toute vie, de ne pas être suffisamment soucieux de l'idée même que l'école est une société et peut l'être, et que comme telle, ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'elle développe à la fois le plus de liens, le plus d'intérêt dans son sein et le plus de liens avec l'extérieur. Alors, il commence son credo pédagogique, Dewey, en soulignant que il y a donc effectivement une continuité fondamentale à instaurer entre l'école et la famille, entre l'école et la société. Et cette continuité, elle doit être surtout temporelle, au sens où un des plus grands torts de la pédagogie, c'est de considérer que l'éducation prépare à la vie future. Et dans cette préparation, il y a comme ça une séparation, une distance. Ça prépare pas pour, enfin, ça n'aide pas à vivre maintenant. C'est pour plus tard. Donc c'est complètement détaché, coupé, et donc en absence de continuité par rapport à la vie actuelle. Or, précisément, l'enfant se caractérise par son attachement extrême au présent. Alors c'est un fait, et non seulement c'est un fait, mais ce serait même une qualité dont il faudrait pouvoir tirer parti. La première mission de l'éducation, c'est que ce présent se développe en un art du présent, que se développe la capacité d'un enfant à exploiter tous les potentiels de la situation présente. Donc on ne peut pas le préparer à demain être un type responsable, etc. C'est complètement artificiel et c'est surtout risqué de favoriser des choses comme l'indécision ou la procrastination, le fait de remettre à plus tard, parce que c'est tellement tard déjà, plus tard, qu'il sera toujours temps demain de préparer. Donc on peut, et puis on ne sait pas, il n'y a pas d'urgence de demain, il n'y a pas d'urgence à préparer demain, donc on peut toujours... Oui, voilà, ça n'a pas un bien grand enjeu pour un enfant, l'idée de préparer sa vie plus tard. Il faut déjà une pression terrible exercée par les adultes pour qu'ils puissent considérer que ça a une valeur. Par contre, ce qui a une valeur, c'est ce qui se passe là, maintenant. C'est les actions dans lesquelles il est engagé, c'est ce qui est une valeur pour lui aujourd'hui. Et la façon de préparer demain,
Ben c'est en permettant ce que Dewey appelle justement la reconstruction permanente de l'expérience, c'est-à-dire que l'enfant soit confronté à une situation de problème, à une série de situations problèmes, à une série de problèmes concrets, c'est pas des problèmes fictifs, des problèmes concrets, et qu'il soit justement dans des modes d'enquête qui lui permettent de donner sens à de plus en plus de choses. Plus le présent d'un enfant est riche de signification, mieux il est préparé à être un adulte responsable. Alors l'école, elle a le défaut d'être un enseignement plutôt formel, et il faudrait qu'elle soit en continuité avec l'enseignement qu'on appelle informel. Alors plutôt formel, ça veut dire surtout conscient et explicite. Nous sommes là pour vous éduquer. Voilà, c'est notre mission, on sait que c'est ça qu'on fait. Informel, c'est toutes les façons dont on s'éduque effectivement, mais sans en être conscient. Donc l'espèce de pari, ce serait que ça devienne une façon de faire, un mode de vie, plutôt que quelque chose de très conscient, de très appliqué, de très forcé, comme ça. Alors comment est-ce que ça peut devenir un mode de vie? Ben déjà, il faut que ce soit une vie sociale. L'école, c'est d'abord une vie sociale. Ça veut dire qu'il faut tabler aussi sur de la coopération, sur des activités qui mettent les enfants en présence les uns des autres et dans la nécessité de coopérer. Et c'est aussi une vie où il doit y avoir des actes. Je vous ai dit l'importance de l'action dans la théorie de la connaissance. Connaître, c'est rien d'autre qu'agir. Et c'est rien d'autre, et la théorie de l'enquête, c'est rien d'autre qu'un cheminement pour agir toujours de façon plus appropriée. Il faut qu'il y ait de l'action. C'est learning by doing, l'espèce de slogan fondamental de l'école de John Dewey. On est confronté à des problèmes, on est confronté collectivement à des problèmes, on va trouver des façons de les résoudre. Je vous parlerai de quelques exemples concrets de son école laboratoire juste après. Alors, il a une... Pourquoi mettre l'action au centre de sa pédagogie? C'est en fonction d'une conception du moteur de l'apprentissage. Ce moteur étant l'intérêt. Un de ses textes les plus importants, c'est justement un texte qui s'appelle L'intérêt et l'effort, qui date de 1896, qui est publié en français dans le livre L'enfant et l'école. Et cette théorie, elle commence d'abord par critiquer les deux grands modèles pédagogiques qui s'affrontent. Une pédagogie de l'intérêt, une pédagogie de l'effort. Pédagogie de l'intérêt, ça consiste à dire il faut se baser sur l'intérêt de l'enfant, il faut donc rendre tout ce qu'on doit lui inculquer aussi intéressant parce que vous ne pourrez rien faire passer sans cet intérêt. Théorie de l'effort consiste à dire, mais non, une vie adulte, c'est une vie de contrainte. Il faut donc acclimater l'enfant à l'effort. Et donc, voilà, c'est normal que ce soit pénible et tout ça, mais une vie adulte est une vie pénible. Alors, Dewey refuse les deux théories. C'est-à-dire que sa façon de concevoir l'intérêt ne va pas avec la pédagogie de l'intérêt. Parce que pour lui, le tort de cette pédagogie de l'intérêt classique, c'est de considérer qu'il faut rendre les choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y aurait des situations qui seraient intéressantes par elles-mêmes, il y aurait des objets qui seraient intéressants, il faudrait juste amener ces situations et ces objets, ces situations problèmes, tout ça. Alors que lui, ce qu'il pense, c'est que le moteur de l'intérêt, il n'est pas extérieur, il n'est pas dans la situation ou dans l'objet, il est intérieur. C'est-à-dire qu'il est dans le mouvement d'engagement dans quelque chose qui m'intéresse. Et c'est évidemment très compliqué. On ne peut pas rendre un truc intéressant. On est complètement impuissant. C'est ce mouvement qui fait qu'un truc est intéressant. C'est ça l'intérêt.
Ça veut dire aussi que l'intérêt ne s'oppose pas à l'effort, tout au contraire, parce que quand on est véritablement intéressé, c'est-à-dire quand on a ce mouvement d'impulsion qui nous pousse vers quelque chose, mais on est prêt à consentir à tous les efforts, justement. Donc en fait, l'intérêt, c'est le moteur des efforts. Mais nous voilà bien avancés, on sait que l'école va devoir se confronter à cet intérêt, et que cet intérêt, il est personnel, il est dépendant de chaque individu, de ce qui intéresse chacun, de ce en quoi il s'investit. Bon. On sait déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà pas mal. On sait déjà qu'on ne peut pas s'agiter comme des pantins pour rendre un truc intéressant, que justement il ne faut pas spécialement ni décourager les intérêts qu'ont les enfants, ce ne seraient pas des intérêts valides, valables, parce qu'on risquerait juste d'éliminer leur curiosité, leur capacité de s'investir dans quelque chose. On ne peut pas non plus faire semblant, on ne peut pas rendre artificiellement intéressant, on ne peut pas... Ben donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout se rendre compte que si on passe par une pédagogie classique, il y a des conséquences qui sont assez dramatiques, qui sont notamment la division de l'attention. Une espèce de scissure qui peut arriver assez classiquement entre l'apprentissage scolaire et la pensée personnelle de l'enfant. C'est-à-dire, ce qu'on apprend fondamentalement à l'école, quand l'école fonctionne autour d'un certain nombre de savoirs qu'il faut rendre intéressants, qui ne sont pas du tout, ne font pas du tout partie de ce qui intéresse véritablement les enfants, c'est qu'on leur apprend à diviser leur attention, au sens où ils vont consentir à cette surface nécessaire pour ne pas avoir d'ennui. Je dis ce que je dois dire, j'apprends ce que je dois apprendre, mais dans le fond, mon intérêt est toujours consacré, et donc mon attention est toujours consacrée à autre chose. Mon attention est toujours divisée entre la nécessité pour moi de répondre à la demande extérieure et le truc qui m'intéresse véritablement. Le vagabondage, c'est rien d'autre que cette trace d'un désintérêt pour ce qui se passe, et donc le fait qu'on va faire le minimum et qu'on va surtout préserver son espace propre pour ce qui nous intéresse. Mais ça a des conséquences aussi. Hein. Vous voyez bien ce que ça peut avoir comme conséquence, la division entre ce que je sais, la leçon morale aussi, hein. Le racisme, c'est pas bien, tout ça, et ma pensée personnelle. Donc en fait, l'éducation, elle doit viser cette espèce d'enrichissement du noyau d'expérience qui fait que si par exemple on pense que le racisme c'est pas bien, c'est pas du tout qu'on l'aurait appris comme une leçon, c'est vrai, c'est pas bien. Non, c'est que il y a tout un vécu collectif, tout un vécu avec des étrangers, tout ça, qui fait du racisme une question qui se pose dans d'autres termes. Et donc, la façon dont l'école peut parvenir à ne pas diviser l'individu, à ne pas le diviser entre ce qu'il est amené à produire alors qu'il n'en a aucun intérêt et ce qui l'intéresse fondamental ou ce qui est fondamentalement, ou sa pensée personnelle, ce qu'elle est, bien, c'est toujours de travailler dans la continuité avec une vie de famille, une vie simple, une vie où ce qui compte, c'est d'abord les actions dans lesquelles on est engagé, c'est d'abord le vivre ensemble collectif, c'est surtout une place particulière du maître qui n'est pas celui qui a une longueur d'avance, qui n'est pas celui qui structure l'expérience, qui structure le savoir, qui transmet le savoir, c'est celui qui est là pour assister, et pour offrir un contexte qui est purifié d'un certain nombre d'influences qu'on voudrait ne pas voir s'exercer, mais on ne peut pas quitter le cours normal de la vie, le cours normal de ce qui motive l'intérêt vital d'un petit animal, l'intérêt vital de la survie, l'intérêt de l'adaptation aux difficultés réelles. Autrement dit, on ne peut pas faire des situations problèmes, il faut des problèmes réels. Il faut des problèmes réels et puis une reconstruction de l'expérience de la façon
une reconstruction collective de l'expérience. Alors ce que dit Weddy, c'est qu'on a peut-être, on a sûrement tendance à accorder une importance démesurée à tout ce qui est formel, et notamment à notre volonté de diriger l'éducation. Parce qu'on sent bien ça, on en est très conscient des moments où on veut faire de l'éducation, des moments où on veut dire c'est pas bien, ou enfin voilà, ces moments-là. On est très conscient de ça, mais ça voudrait dire qu'on aurait sûrement tendance à surdéterminer leur importance. C'est-à-dire qu'il est très probable que ce qui fasse la véritable éducation d'un enfant au sens sa construction subjective, ce qui accroisse sa capacité de donner sens à ce qui lui arrive, ce soit finalement très très peu lié à cet aspect conscient, formel de l'éducation. De temps en temps ça arrive, et c'est pas exclu, qu'une leçon ait laissé des traces et qu'elle ait abouti à des transformations. Mais ce qui est visé dans l'éducation, c'est bien ces transformations intimes. Et donc il est très probable que ce qui fasse vraiment l'accroissement d'un individu, sa capacité à s'intéresser à de plus en plus de choses et à donner sens à de plus en plus de choses, ce soit d'abord toutes les conditions de sa vie quotidienne, toutes les conditions sociales, socio-affectives de sa vie. Je me rends compte en parlant devant des tas de jeunes futurs instits que ça doit être un peu déprimant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piste miraculeuse, il y a juste un pas de côté qui est fait par rapport à l'école classique dans laquelle on est encore très largement pris, malgré l'influence que Dewey a pu avoir notamment sur le courant des pédagogies actives, sur Freinet et ce genre de personnes. Que malgré tout, on est pris dans un cadre institutionnel et que ce côté rigidifié, institutionnel, des programmes, des choses à transmettre, est quelque chose sur lequel on bute et qui fait absolument pas partie du modèle de Dewey, qui est juste précisément ce qu'il veut dénoncer comme artificiel, comme presque négatif, au sens où ça produirait justement cette coupure dans l'individu. Alors, effectivement, c'est ça. Il veut dire, par exemple, l'enseignement de la géographie, de l'histoire, du français, tout ça. C'est pas que ça ne participe pas à un enrichissement de l'expérience. C'est tout à fait possible que ça participe à ça. Mais le problème, c'est que cet enrichissement de l'expérience, il n'est pas donné de l'extérieur. C'est précisément chacun qui, de lui-même, donne sens ou pas à cette leçon qui nous est faite, à cette leçon d'histoire, de géographie, etc. C'est-à-dire, tout le pari de l'éducation, c'est de transformer quelque chose qui a été l'objet d'une expérience collective, au sens où les savoirs sont souvent constitués collectivement. C'est souvent des chercheurs en équipe qui aboutissent à préciser une théorie. Mais qu'il faut que cette recherche, qui est une recherche collective, qui est une expérience collective, puisse être réappropriée individuellement par un ado, un enfant, qui voit le sens, pour qui, oui, ça fait sens. Ça. Voilà, cette espèce de difficulté incroyable de ne pas arriver avec cet artifice de la leçon en essayant de montrer que c'est intéressant, mais d'arriver avec tout un système de vie social, avec toutes sortes d'activités qui font qu'un savoir arrive ensuite et qu'il peut être approprié, réintégré comme quelque chose qui structure effectivement mentalement l'expérience. Et c'est très fondamental, c'est vraiment, je vois autre chose, c'est pas que j'ai appris par cœur un truc, c'est que, ah oui, la pièce tombe, là, ça me montre une autre dimension de la réalité, ça la rend plus complexe. Alors, un mot pour terminer sur son école laboratoire, qui a ouvert ses portes en 1898, donc la même année où il publiait son article sur l'intérêt.
Alors d'abord, ce qu'il voulait faire, lui, c'est que comme tout bon pragmatiste, on ne peut pas se contenter d'une théorie pédagogique, il faut l'expérimenter. Et donc allons-y sur le terrain, il faut mettre à l'épreuve ces livres de pédagogie que je suis en train d'écrire, et il faut en tirer toutes les ressources, c'est-à-dire il faut précisément faire de l'école un laboratoire où s'expérimentent les choses et où grâce à une expérience de vie collective s'accroît le patrimoine d'expériences pédagogiques de l'humanité. Donc lien entre l'université, je pense que c'est celle de New York à ce moment-là, puisqu'il termine sa carrière là-bas, entre l'université de New York et l'école Dewey, précisément pour cet aller-retour entre une idée qui doit s'expérimenter, et de cette expérience on doit tirer un ajustement de la théorie. Alors comment ça fonctionne? J'imagine que c'est surtout ça qui est intéressant. Eh bien, ça fonctionne sur ce premier principe qui est fondamental pour Dewey, qui est celui de la continuité de la vie, pas de rupture entre l'école et la vie ailleurs. La vie à l'école est comme la vie ailleurs. Elle ne fonctionne pas sur des principes rigidifiés, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison à ça. C'est un mode de société beaucoup trop pauvre pour imposer simplement son fonctionnement institutionnel, pour imposer la rigidité de ses règles de discipline. C'est beaucoup trop peu comme mode de société. Je vous disais, ce qui fait la richesse d'une société, c'est la multiplicité, l'enrichissement mutuel des relations entre ses membres et des relations avec l'extérieur. Si l'école est juste une institution qui fonctionne sur des règles de discipline, voilà, c'est une très pauvre institution. C'est le problème fondamental de l'école. Ça pourrait être ça, juste une coquille institutionnelle qui impose un appareil disciplinaire. Donc, dans le développement, dans la continuité avec les autres activités d'une vie humaine, celles qui ne sont pas embêtantes, quoi. Par exemple, on pourrait dire pour un enfant, l'école c'est chiant, alors que, enfin, je sais pas, la récré c'est ouais. Il y a un problème fondamental, c'est mais pourquoi est-ce que c'est si embêtant que ça, l'école? Et comment est-il possible de justement ne pas exclure par principe et d'office l'intérêt de l'enfant, visiblement, qui attend juste que ça se termine pour sortir en courant se défouler dans la cour de récré. Comment? Ça veut dire qu'effectivement, il doit y avoir de l'activité, surtout pas des petits enfants assis à leur chaise, immobiles, en attendant que ça se passe. Première idée, c'est qu'il faut bouger. Absolument besoin d'une activité, comme partout ailleurs on a le droit de bouger, on fait des choses, on se déplace, c'est assez libre. Il faut de la liberté de mouvement. Il faut ensuite des activités, parce que si on ne peut pas téléguider la reconstruction de l'expérience que fait un enfant ou un ado, ça ne veut pas dire qu'on se prive de toute direction. Il y a quand même... La question, c'est de savoir comment on arrive à cet enrichissement de l'expérience, mais il y a quand même tout le cadre, un peu comme chez Rousseau, j'en avais parlé, comment on arrive à amener des expériences, un cadre, un environnement qui est riche en possibilités, puis on verra ce que ça donne, et où on a soustrait aussi certaines possibilités qui nous paraissaient plus risquées. Bon. Alors, tout au début, quand les enfants arrivent, tout au début à l'ouverture, il y a 16 enfants, deux instits. Il y a des enfants d'âge différents, avec les tout petits, ceux qui ont 4-5 ans, on fait les mêmes activités qu'à la maison. Enfin, on fait les mêmes activités que les parents font à la maison. C'est-à-dire on fait de la cuisine, de la couture, ça c'est sûrement un peu passé de mode, mais à l'époque, voilà, les femmes cousaient. On fait du bricolage. Voilà, on a des activités qui ont l'air banales, qui ont l'air celles de la vie normale, quoi, une vie qui n'est pas coupée de la vie des autres humains. Et autour de ces activités, on peut organiser un certain nombre de savoirs. C'est-à-dire qu'il est possible de se dire qu'autour de la cuisine, on organise un potager, qu'autour du potager, on organise des éléments de savoir sur je sais pas, les plantes, la botanique, la biologie, enfin voilà. Donc ce qui est premier, c'est l'activité, et les savoirs ne viennent que se greffer en second lieu pour donner davantage de sens à cette activité.
Alors plus tard, les activités se multiplient, s'enrichissent, disons. À partir de 6 ans, il y a par exemple le projet de maquette, la maquette d'une ferme, et essayer de voir quel est le fonctionnement d'une ferme. On va construire le bâtiment en maquette, aussi les parcelles de terrain, on va essayer de voir comment on organise la culture en jachère ou pas. Et d'abord, il y a des éléments très concrets. Il faut construire la maquette, donc il faut apprendre à tailler à la bonne mesure, les morceaux de bois, tout ça. Et puis, il y a aussi une certaine abstraction, c'est apprendre à réfléchir sur la culture, sur la division des parcelles, tout ça. Et très vite, il y a la nécessité d'apprendre des éléments de mesure. Donc, très intuitivement, ils utilisent le pied, mais bon, aux États-Unis, en même temps, je crois que c'est le pied, de toute façon, toujours l'instrument de mesure. Ça leur permet grosso modo de délimiter des parcelles selon ce qu'ils envisagent. Et plus ils deviennent précis dans leur construction, plus les instruments et les précisions dans les instruments de mesure vont pouvoir s'ajouter comme des choses qui sont rendues nécessaires et donc profondément intéressantes. C'est qu'on est là dans un projet qui nous intéresse, on a besoin de ces outils-là. C'est pas ton cours de maths et tu apprends tout ça par cœur. Et la question qui revient le plus souvent aujourd'hui sur les maths, c'est à quoi ça sert. Et ça fait un tri social incroyable parce que ça n'intéresse pas, quoi. C'est que, comme on n'en voit pas l'intérêt immédiat, on attend que ça passe, quoi. Mais là, c'est surtout pas ça, quoi. C'est surtout d'abord l'intérêt vital et puis des instruments qui rendent cette discipline compréhensible, intégrable, quoi. C'est pas un truc, un ovni, voilà, ça a un sens. Alors, Dieu rapporte un projet qui met au centre la coopération, qui est aussi quelque chose pour lui. C'est que l'école, et c'est quelque chose qu'il critique beaucoup de l'école traditionnelle américaine, on pourrait dire que c'est la même chose ici, c'est que c'est une école qui fabrique de l'individualisme. Elle fabrique de l'individualisme parce que chacun est évalué individuellement, et donc ce qui compte pour chacun, c'est d'être bon, d'être meilleur que l'autre, si possible, enfin ce genre de choses. Donc ça fabrique, voilà, des petits individus concernés par leur propre réussite, et ça appelle tricherie toute forme de coopération. Parce que quand on évalue individuellement, si on essaye d'aider le copain, c'est qu'on triche. Donc lui, ça lui paraît aberrant. Ce monde où la coopération s'appelle de la tricherie, c'est invraisemblable. Donc, pour lui, l'évaluation ne devrait avoir pour seule utilité que d'évaluer la capacité de coopérer. Donc ça, oui, on peut évaluer. Dans quelle mesure es-tu capable de faire des liens avec les autres, de trouver une place dans un groupe, et puis évaluer quelle est la meilleure place pour toi dans un groupe, qui est celle où à la fois tu aides le plus de monde possible, donc tu es le plus utile, et celle où tu peux toi-même te faire aider du plus de monde possible. Tu ne restes pas tout seul dans ta bulle pour le faire. Donc bâtir une école qui est fondée sur de la coopération, ça veut dire supprimer l'évaluation sauf dans ces mesures-là. Mais ça veut dire aussi que vous voyez que ça supprime un élément énorme, parce que le problème de l'évaluation, c'est que vous pouvez faire pour l'évaluation ce que vous ne pouvez plus faire par intérêt. Et moi qui ai enseigné à l'université à un moment, je suis tombée de ma branche en me disant mince, je voulais pas enseigner, je voulais pas être prof, parce que je me disais essayer d'intéresser les jeunes à une matière alors qu'ils veulent juste rentrer chez eux et qu'ils veulent juste réussir, quoi, mais en fait à l'université c'est pareil, donc c'est pas que le choix des études supérieures a rendu la chose tout à coup libérée, non, le simple fait d'être évalué fait qu'on risque toujours de faire pour l'évaluation ce qu'on ne va plus faire par intérêt personnel fondamental pour quelque chose. D'où aussi je préfère les conférences au grand public, parce qu'en principe, sauf les élèves, vous n'êtes pas obligé d'être là. En général, vous venez par intérêt, ce qui est quand même vachement plus confortable que de venir parce que le prof vous a obligé à venir. Mais qui sont les conditions absolument mauvaises. Voilà. Il va falloir aller chercher votre intérêt, malgré le fait que vous êtes là pour de
façon purement contrainte. Bref, la coopération. Donc, tabler tout le temps sur le fait que le groupe compte et que les activités se font mieux si elles se font collectivement. Alors un projet, je termine là-dessus, un projet qui a été d'abord s'ouvrir à des projets qui sont ce qui fait sens pour les élèves eux-mêmes. En l'occurrence, le projet, c'est trouver un lieu pour réunir un club de débatteurs. Voilà, les enfants de 13 ans se disent, nous, on va faire des débats entre nous, on n'a pas besoin de prof, on fait des débats, mais on a besoin d'un local. Donc il faut le construire. Et donc c'est un projet de construction d'un local qui va avec le choix de l'endroit, avec la réflexion sur les matières qu'on va utiliser, etc. Et qui a besoin aussi de la coopération des autres extérieurs au club de débatteurs, parce que ce projet finalement a trop d'ampleur. Donc voilà, ça devient le projet de toute l'école et tous les enfants, tout âge confondu, trouvent une place dans la construction de ce projet-là, qui est né d'initiatives d'enfants, qui gèrent eux-mêmes l'ensemble, c'est-à-dire qui gèrent aussi la demande de coopération. Et ça change tout aussi sur l'intérêt de la coopération, si c'est pour une nécessité concrète qui est née d'un vrai désir des autres, à peine plus âgés que soi, et les aider, oui, ça a un intérêt. C'est pas du tout la même chose que tu vas débarrasser la table maintenant, avec cet aspect un peu contraint, sortir de la contrainte pour travailler sur le sens qu'ont les choses, ouais. Sur le sens positif qu'elles peuvent avoir. Voilà. Et moi, pour en remettre une couche pour les futurs enseignants, parce que je suis une ancienne enseignante, ce qui m'a dérangé le plus ces dernières années, et justement, il y avait une volonté de formatage des profs de fallait qu'ils soient dans les petites cases. C'est-à-dire qu'il y avait 4 profs de français d'avoir le même cours, les mêmes contrôles, la même grille de lecture, et tout est formaté, le charisme du prof, tout ce qui pouvait être l'intérêt d'un cours, parce qu'il était justement, c'est un rapport entre une personnalité, des élèves et le prof, tout ça est balayé d'un revers de main, tout doit être formaté. On doit tous rentrer dans les petites cases. Et ça tue l'envie d'enseigner aussi. Et on va de plus en plus dans ce sens-là. Et c'est ce qui m'a fait aussi arrêter de travailler. Je me suis dit non, on ne peut pas continuer dans ce voie-là. Ça me fait penser à une chose qui est la coopération. C'est pas que celle des élèves, parfois c'est aussi comment les profs coopèrent, et que parfois faire un même cours c'est une façon de coopérer. C'est pas nécessairement qu'une façon de s'installer dans une petite case formatée, c'est parfois le mode le plus efficace d'une coopération, qui est quand même quelque chose d'assez essentiel aussi en fait quand on est prof. Ça peut être tout seul, démuni, sans profiter de l'expérience qu'ont les autres, c'est toujours aussi ça, c'est comment comme prof on peut profiter d'un enrichissement de sa propre expérience parce qu'on est en dialogue avec d'autres profs qui ont parfois tout un vécu de prof et qui peuvent effectivement enrichir la perception qu'on a des difficultés et des solutions qu'on peut y apporter. Donc voilà, je tempérerais par le fait que la coopération c'est aussi du côté des profs et pas seulement du côté des élèves. Mais bon, après, c'est juste pour remettre un petit peu d'espoir. Oui. Lui, il n'aurait rien fait, il aurait dit vous êtes confronté à une difficulté nouvelle, eh bien, associez-vous et soyez à la hauteur de la difficulté nouvelle, c'est-à-dire ne soyez pas juste impuissant devant la nouveauté en disant c'était mieux avant. Oui, aurait dit c'est normal qu'étant donné votre monde, les valeurs qui se sont tissées autour du monde, les actions que vous avez pu faire, de la façon dont elles étaient ajustées, un truc aussi massif, aussi nouveau que Internet et le développement de toute cette communication virtuelle vous laisse un peu pantois, un peu court, mais que tout le défi c'est justement de s'approprier ça pour en faire un ressort d'un progrès.
Dewey, il croit fondamentalement au progrès d'une civilisation, et donc tout ce qui arrive, tout ce qui est événement, c'est pas juste une catastrophe. Ça peut faire un progrès simplement quand on est capable de ne pas subir cet événement. Même chose pour les télécommunications, c'est un progrès potentiel. Il faut juste trouver les voies, trouver les voies d'un investissement de toute une société qui y voit une façon de donner plus de sens à la vie, et pas juste de se retirer dans sa petite tour en attendant que ça passe. Du réel et du réel virtuel. Mais vous voyez que formater, c'est votre jugement d'adulte sur une nouveauté qui en fait quelque chose d'effrayant, qui aboutit à ce vocabulaire-là, et tout le pari de l'éducation, ce serait d'en faire un outil d'enrichissement. C'est pas l'outil uniquement qui détermine si c'est une fermeture ou un progrès, c'est l'usage qu'on a de l'outil, c'est le sens qu'il prend dans l'expérience quotidienne. Alors c'est possible que ce soit la plupart du temps qu'un outil d'enfermement ou d'amoindrissement. Je suis sûre qu'il aurait mis au cœur de son école l'informatique et qu'il aurait simplement réfléchi aux façons d'intégrer l'informatique à un progrès, comme un outil efficace. Et ça l'est aussi, hein, c'est aussi un outil efficace, ce n'est pas que... ça a été créé pour ça, initialement, j'imagine. Et vous les jeunes, là, au-dessus, rien à dire? Ça vous a intéressé? Vous avez attendu que ça passe, je sais pas. On va être là? J'ai pas l'impression. En fait, je sais pas parce que j'ai pas ce texte-là, je l'ai lu, mais dans un autre cadre que celui d'une confrontation par rapport à Dewey, je pense pas. Moi, en tout cas, il m'est apparu qu'il y avait une différence fondamentale entre les deux définitions de la philosophie. Arendt dit philosopher, il y a des conditions à ça qui sont des conditions d'isolement, de retrait. Donc le portrait classique du philosophe, c'est le philosophe en chambre qui a besoin de cette distance pour justement analyser ce qui se passe. Et c'est aussi la dimension de solitude qui va très fort avec, je trouve, le monde de la recherche en philosophie. Alors que Dewey, c'est être au milieu des autres et la coopération dans une recherche qui doit être collective. C'est une chose qui n'existe pas en philosophie. C'est dans tous les domaines de la recherche, à peu près, on pense qu'il est utile de coopérer pour accroître les résultats, pour faire de l'expérience quelque chose de plus riche, parce que voilà, il y a tous les points de vue, il y a toutes les compétences ajustées les unes aux autres qui peuvent produire un meilleur résultat. En philosophie, on reste sur des œuvres individuelles. Voilà. Moi, l'opposition que je verrais entre les deux, c'est surtout celle-là. Après, je crois qu'elle parle surtout d'une crise de l'autorité, la crise de la culture. Ce qui n'est pas un phénomène qui intéresse fondamentalement Dewey, je crois. Elle parle aussi du fait qu'il y a un développement de la capacité à enseigner,
dans l'université américaine, dans le monde éducatif américain, c'est un développement d'une sorte de pédagogie un peu avide, un rapport qui fait fi de la culture, de l'enseignement de la culture, tel qu'on la connaît en Europe. Elle dit qu'il n'y a pas de. Elle explique ça par le fait que c'est un monde qui n'a pas de passé, enfin, les États-Unis sont un monde qui n'a pas de passé, qui n'a pas de culture, très ancien. Je pense que c'est un reproche qu'on pourrait faire assez vite aux pédagogies qui sont basées sur l'activité, mais qui me semble trop rapide, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse de négliger le patrimoine culturel, mais il s'agit de ne pas l'imposer. De ne pas l'imposer en dehors d'une nécessité pratique liée à l'activité. Je vais prendre l'exemple de l'histoire des États-Unis, elle est récente, peu importe, mais on ne va pas faire l'impasse sur l'histoire des États-Unis dans son école, mais ça va passer par la connaissance et la volonté de reproduire un mode de vie d'une tribu indienne. Et on va essayer de faire de la poterie comme on faisait les Navajos, de maîtriser la couleur comme on était sur la poterie, etc. Et puis après, on espère de ça que ça ouvre un intérêt pour l'histoire. Mais voilà, sinon je pense que c'est juste un mépris européen très très banal pour le nouveau monde, et qui fait que le pragmatisme a d'office mauvaise presse sans même qu'on prenne la peine de le lire, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est le cas de Arendt, elle a quand même vécu aux États-Unis beaucoup d'années, mais peut-être que c'est après la crise de la culture. Je ne sais pas. Oui. Je voulais demander, est-ce que ça peut marcher assez profondément, l'expérience directe je veux dire, est-ce qu'on peut aller aux choses profondes avec les expériences que les enfants puissent faire, par exemple, arriver à la mécanique quantique ou des choses comme ça? C'est assez difficile je veux dire, les choses simples que les enfants regardent comme ça, il faut quand même reproduire tout le cheminement de la pensée humaine pour arriver à certaines choses. C'est un peu long, je veux dire. Mais c'est toute l'idée d'un intérêt qui est suffisamment profond pour pouvoir se lier à un effort durable. Donc s'il y a un intérêt profond, il n'y a pas de raison que le cheminement très long pour comprendre la physique quantique ne puisse pas se faire. Par contre, il y a aussi dans le pragmatisme beaucoup d'études psychologiques. Donc c'est très fondé sur une connaissance psychologique de l'enfant, et notamment de ce qui fait sens pour un enfant. Piaget, par exemple, est très influencé par le pragmatisme, et il y a dans l'idée des stades de l'intelligence ou des capacités intellectuelles et d'abstraction, notamment, quelque chose qui est important pour les pragmatistes, qui fait qu'on ne peut pas faire de la physique quantique avec des gamins de 6 ans. Il faut juste être raisonnable dans ce qu'on peut attendre comme intérêt, et à la limite on va tellement déborder de ce qui les intéresse qu'on va les assommer et les dégoûter. Voilà, mesurer ça, mesurer où est l'intérêt et essayer de rester dans la prolongation de cet intérêt, mais pas ce qui m'intéresse moi, et j'y vais en roulis, quoi. Là, je trouve ça super intéressant, moi, comme prof, donc je vais essayer de le faire passer. Alors, ça marche parfois un peu, c'est-à-dire que mon intérêt peut avoir un impact, peut de faire raisonner, mais bon, c'est compliqué dans le cadre d'une école avec tous les aspects de contraintes, c'est vraiment plus compliqué. Ouais. Bon. Je ne sais pas si je vous prie de la parole en terminant ici, d'essayer de content aller vite vous nourrir. Voilà, je vous remercie de votre attention.
prochaine conférence, je pense que c'est dans 3 semaines, sur la philo pour enfants. Vous pouvez revenir si vous êtes intéressés.